Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la RTS. Voici les titres du 20h. La coopération entre le Sénégal et le Soudan se porte bien. Révélation du président Omar El-Béchir reçu en audience par le président Macky Sall à Addis Abeba. Khartoum salue l'envoi de soldats sénégalais sous la bannière de l'ONU au Darfour. Le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, entre acquis politiques et économiques, espoirs et vœux pieux, le continent liste de nombreux défis comme la prévention, la gestion des conflits, encore le fédéralisme, des questions que nous aborderons avec l'invité du 20h, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Et puis les difficultés des populations de Sabadola dans la région de Kédougou, des conditions de vie très précaires en totale contradiction avec les potentialités du sous-sol assez riches en or, c'est le reportage du jour. En ouverture de cette édition, le retour à Dakar du chef de l'État Macky Sall est revenu tôt ce matin d'Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, il a pris part au sommet de l'Union africaine et au cinquantenaire de l'UA devenu UA. Avant Addis Abeba, le président de la République avait effectué une visite de travail au Qatar. Il a été accueilli à son arrivée à Dakar par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. À Addis Abeba, le chef de l'État a accordé des audiences. Il a reçu son homologue du Soudan, Omar El-Béchir. L'envoi de soldats sénégalais au Darfour sous la bannière des Nations Unies a été bien apprécié par son pays. Nous écoutons le président El-Béchir au micro de Khadika. Je tiens beaucoup dans les opportunités qui se présentent pour rencontrer mon frère, le président Macky Sall, pour s'entretenir sur le renforcement de relations entre nos deux pays. Nous sommes très reconnaissants pour le Sénégal qui a envoyé des forces, comme les forces mixtes africaines des Nations Unies, pour contribuer à établir la paix au Darfour. Et nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait de coopération et d'entente, et surtout au niveau de relations internationales, dans les forums internationaux qu'on s'entraide. C'était il y a 50 ans. Les chefs d'État africains mettaient sur pied l'Organisation de l'Unité africaine, devenue par la suite Union africaine. 50 années marquées par des acquis politiques et économiques, mais aussi des espoirs et des vœux pieux. Des défis comme la prévention et la gestion des conflits, la réalisation d'un fédéralisme africain sont autant de questions à régler. Retour sur 50 ans de vie et d'action en faveur d'un idéal africain avec Cheikh Bamba Gueye. C'était à Addis en 1963. L'avenir de l'Afrique allait prendre un autre tournant. 32 États venaient de ratifier la charte instituant l'Organisation de l'Unité africaine OUA sous l'impulsion du roi d'Éthiopie Haïlé Sélassié. Et le Guinéen Diallo Telli fut le premier secrétaire général. Dans une Afrique très politique aiguillonnée par le mouvement des indépendances, l'OUA ne va pas déroger à cette conception, d'autant qu'avec sa création, l'une de ses missions est dédiée à l'éradication du colonialisme avec la création d'un comité de libération afin d'aider les mouvements d'indépendance. Kwame Nkrumah et Léopold Sédar Senghor ont eu des positions différentes pour la marche de l'OUA. Si le premier opte pour un fédéralisme, le second militait pour une Afrique des États. De 1963 à 1980, l'OUA s'est attelé à remodeler l'espace africain à travers ses prismes négatifs tels les guerres civiles, les coups d'État, les rébellions, sans oublier la longue période de l'apartheid. La guerre du Biafra, la guerre civile en Angola, la situation de la Rhodésie du Sud devenue le Zimbabwe indépendant en 1980. Une période pendant laquelle donc l'OUA s'est occupé en partie de tous les problèmes qui incarnaient l'image de l'Afrique. L'abolition de l'apartheid le 30 juin 1991 et l'élection de Mandela en 1994 furent l'aboutissement d'un vaste chantier. L'organisation s'est donc occupée tant bien que mal à prévenir les conflits et à faire respecter l'intégrité territoriale des États. Le Maroc a même quitté l'OUA en 1985 à la suite de l'admission du Front Polisario 3 ans auparavant. Quant à l'intégration économique, elle s'est faite de façon régionale à défaut d'un marché commun. L'OUA a impulsé la création d'autres institutions fortes comme la CEDEAO, la CEMAC, la SADC. Le temps passe, les dirigeants ont senti la nécessité de réformer l'organisation. Les conférences se multiplient. Érythrée, Sirte, Lusaka de 1999 à 2001, le projet de création de l'Union africaine se poursuit jusqu'en 2002 à Durban en Afrique du Sud où elle voit enfin le jour. L'UA, impulsé par le défunt Muammar Kadhafi, est soutenu par Abdoulaye Wade fraîchement élu et le Sud-Africain Thabo Mbeki.
L'UA s'est ainsi doté d'une EPAD, nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, défendu rigoureusement par Wadembeki. Un outil qui a permis de faire face aux accords de partenariat économique. Les réformes appliquées ont conduit à la création d'une commission d'un Parlement africain et d'un Conseil de paix et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une femme qui est à la tête de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma. Elle est le symbole vivant de la réforme un demi-siècle après l'acte fondateur. Mais aujourd'hui, la question est de savoir à quand la mise en place d'une banque centrale de développement, un des objectifs de l'Union africaine qui compte 54 États membres. Pour aller plus loin sur cette question, nous recevons sur ce plateau Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères et grand panafricaniste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, 50 ans de l'UA, devenu UA, en regardant dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous retenez? Je crois qu'effectivement, il faut regarder le rétroviseur, mais surtout, il faut rapidement revenir et tracer un peu les perspectives pour l'Afrique, pour le futur. Le bilan est mitigé, pour dire les choses honnêtement. Le bilan est mitigé dans la mesure où un des objectifs fondamentaux a été atteint, terminer la décolonisation du continent et mettre fin à l'apartheid. Mais outre cela, tous les autres objectifs sont sur la table. Réussir le développement du continent, c'est encore un objectif à atteindre. Réussir la coopération entre États, c'est un objectif à atteindre. Coopération dans le sens de l'intégration régionale et peut-être continentale. Mais de façon plus problématique, c'est réussir la paix et la sécurité et l'unité du continent, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Honnêtement, je crois qu'on est très loin du compte sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut redresser la barre, réorienter l'Union africaine, vraiment et la mettre sur les rails de l'objectif des États-Unis d'Afrique. Pour moi, c'est cela qui peut régler nos problèmes fondamentalement. Je peux argumenter mon point de vue. Et je pense que le triomphe des Senghor et des autres sur Nkrumah nous a coûté très cher. D'accord. On va revenir sur cette question de l'unité. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup d'espoir et puis beaucoup de déceptions aujourd'hui. Comment on peut expliquer ces échecs? Je pense qu'il y a énormément de raisons qui peuvent jouer. L'Afrique, c'est le continent des ressources naturelles, un tiers des réserves naturelles du monde. C'est le continent de toutes les opportunités avec quasiment 1 milliard d'habitants aujourd'hui et des forces vives extraordinaires, une jeunesse vibrante, plus de 50% de la population. Si vous mettez tout cela ensemble, l'Afrique devient le continent aussi des grandes convoitises, n'est-ce pas? Grandes opportunités d'une part, grandes convoitises d'autre part. Et quand nos dirigeants, malheureusement, en 1963, écoutent un discours aussi clair du point de vue de la vision, des orientations, que celui de Kwame Nkrumah, qui demande que dans les 6 mois après le sommet d'Addis Abeba 1963, que l'Afrique mette en place un draft de constitution fédérale, qu'on travaille un commandement unifié de nos armées pour régler les problèmes de sécurité. Vous vous rappelez, Cheikh Anta Diop disait la sécurité précède le développement. Et donc la sécurité précède le développement, ça a été prouvé aujourd'hui avec les crises Mali, Somalie, République démocratique du Congo et autres. Donc Nkrumah pose les jalons, indique clairement les voies à emprunter. Malheureusement, des chefs d'État africains que je respecte. Senghor est un grand Africain, n'est-ce pas, qui a marqué l'histoire du continent. Mais j'ai relu son discours il n'y a même pas une semaine. J'étais choqué de voir qu'il était le grand théoricien du pas à pas, étape par étape. Alors moi, ce que je dis aux Senghoristes qui défendent que Senghor avait raison, c'est que 50 ans plus tard, leur bilan n'est pas bon. L'Afrique aujourd'hui est exsangue, l'Afrique traverse toutes les difficultés du monde et la théorie des cercles concentriques de Senghor, si elle a la beauté du verre, comme disait l'autre, elle en a aussi la fragilité. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas réussi à gagner le pari de l'unité, le pari de protéger et de mutualiser ses ressources naturelles, de développer ce continent. Nous avons essayé la voie individuelle, à côté de la Corée du Sud, de la Malaisie, qui ont essayé la voie individuelle. Ces pays-là ont réussi. L'Afrique n'a pas réussi la voie individuelle. Qu'est-ce qui nous reste? La voie collective. Revenir au discours du fédéralisme, de l'État fédéral. Et Cheikh Anta Diop avait raison de dire qu'il faut rapidement faire basculer ce continent sur la pente de son destin fédéral. L'Union africaine doit s'atteler à cette tâche. D'accord. Avant d'arriver à la question du fédéralisme, il y a cette autre question. Aujourd'hui, l'Union africaine créée en 2002, est-ce qu'elle peut corriger les limites de l'OUA? Honnêtement, quand on a dit Union africaine, il y avait deux interprétations.
ceux qui ont compris que c'était une sorte de mimétisme par rapport à l'Union européenne. Parce que vous savez que dans l'organisation, il y a de grands admirateurs du modèle de l'Union européenne. Or, l'Union européenne a certes des mérites, mais ce modèle a des limites. Nos amis européens aujourd'hui se posent aussi les mêmes questions que nous du fédéralisme européen. Est-ce qu'ils vont aux États-Unis d'Europe ou est-ce qu'ils vont continuer à rester des entités juxtaposées, concurrentes entre elles, n'est-ce pas, dans une compétition entre pays européens, ce qui les empêche d'être une puissance mondiale. Aujourd'hui, il n'y a que l'Europe. Si vous additionnez leur PIB des pays membres de l'Union européenne, cet ensemble dépasse les États-Unis d'Amérique. Il n'y a qu'eux qui l'ont réussi. Mais aujourd'hui, quand on parle des perspectives des puissances mondiales de demain, on parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil et des États-Unis. 3 grandes fédérations et un pays continent comme la Chine. On ne parle même pas de l'Union européenne. Donc quand on a créé l'Union africaine, certains croyaient que la voie pour nous, c'est d'emprunter la voie de l'Union européenne. Je pense que la preuve est faite aujourd'hui que ce n'était pas la voie. Maintenant, quand on a dit l'Union africaine, certains ont cru qu'on voulait accélérer effectivement la démarche pour arriver aux États-Unis d'Afrique. Ça n'a pas été fait. L'autre grand défi que l'Union africaine voulait relever, c'est le défi de la paix et de la sécurité. Mais honnêtement, les résultats sont terribles. La République démocratique du Congo est en guerre, quasiment déstabilisation, attaque, coup d'État, sécession depuis 1960. Avec l'assassinat de Lumumba, qui est un acte fondateur de la tragédie qui a frappé ce continent depuis lors. Ensuite, la Somalie. Nous avons vu un État s'effondrer sous nos yeux. Par la suite, nous avons eu le Libéria, qui s'est aujourd'hui remis pays convalescent, ce que j'appelle les États convalescents. Nous avons eu la Sierra Leone. Nous avons eu la crise en Côte d'Ivoire, que personne n'avait dans ses calculs, tellement ce pays était beau, grand, stable, etc. Il y avait des promesses pour un leadership continental. Le Soudan est arrivé avec le Darfour. Et malheureusement, ça se termine par quoi? La partition du plus grand État africain qui faisait notre fierté, le Soudan, en 2 États. Et plus grave maintenant, le printemps arabe est arrivé, avec ses conséquences immédiates sur le Sahel, et nous avons eu la crise du Mali, la plus grande crise quasiment de l'histoire récente de l'Afrique, avec des pick-up qui entrent dans un pays africain et qui prennent 70% du territoire en 2 semaines. Ça pose quoi? La vulnérabilité de tous nos États. Ça pose quoi? Que l'architecture de paix et de sécurité en Afrique n'est pas opérationnelle, n'a pas réussi. Quand Nkrumah disait commandement unifié, Cheikh Anta Diop disait sécurité d'abord, on ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aucun pays d'Afrique, excepté peut-être l'Afrique du Sud et peut-être le Nigeria, et même le Nigeria aujourd'hui déstabilisé, fragilisé par Boko Haram, on se rend compte que les nouvelles menaces, notamment le terrorisme, prend l'Afrique comme une proie facile. Et nous devons, et je dois féliciter le président du Sénégal pour avoir effectivement fait la proposition d'une force africaine à mettre en place rapidement. Nous, on a aussi défendu cette idée à la tribune des Nations Unies le 25 avril quand il y avait la journée de l'Afrique. Nous avons défendu l'idée de mettre en place une force africaine d'intervention rapide, concentrée dans un seul pays, parce que l'idée de la force africaine en attente, 100 à 200 soldats par pays, qui attendraient que quand il y a une crise, un coup d'État, une rébellion, on les mobilise immédiatement. Ça n'a pas marché. Les moyens n'ont pas suivi, l'argent n'a pas suivi, etc. Donc l'Afrique a besoin de réfléchir et de mettre en place une stratégie de défense du continent, de sécurisation de nos États. Mais plus loin, il faut qu'on pousse l'intégration, ces frontières artificielles, qu'on les laisse tomber. Que les citoyens africains puissent se déplacer partout dans le continent, qu'ils soient chez eux, un des plus beaux continents du monde, n'est-ce pas? Nous avons tout pour réussir en Afrique et on ne comprend pas pourquoi effectivement on n'avance pas. Là, on a l'impression que c'est carrément une nouvelle réorientation que vous préconisez. Carrément, en fait, vous savez, on aime bien ce mot, le mot rupture. C'est le temps de la rupture essentielle. Si l'Afrique veut répéter les mêmes choses, dans 50 ans, on fera encore un bilan mitigé, un bilan non pas d'échec total, mais un bilan du fait qu'on a réussi peut-être dans tel ou tel secteur. Mais il est difficile, et ça fait mal au cœur, de savoir que le potentiel qu'il y a en Afrique aujourd'hui fait de nous effectivement un continent qui peut renaître, qui peut renouer avec la croissance économique. Peut-être une puissance qui dort, mais qui continue de dormir, parce que précisément les politiques choisies ne sont pas les bonnes. On a un instrument qui n'existe pas dans beaucoup de pays, c'est l'OUA, l'Union africaine. Ça a été une bonne chose que de créer au moins un mécanisme pour nous concerter, etc. Mais ce qui pose problème, c'est que vous avez tous les atouts entre les mains, et vous agissez comme quelqu'un dont on a lié les mains dans le dos, et vous refusez d'avancer. Et je vais vous dire une chose, je suis fondamentalement optimiste sur le fait que la jeunesse africaine est impatiente d'aller à l'unité.
qu'elle n'acceptera pas ce que certains dirigeants africains veulent continuer à faire, marcher à pas de tortue. Ces jeunes veulent l'unité africaine demain. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Et ça prend quelques dirigeants, comme le dirigeant du Sénégal, qui est jeune, qui est panafricaniste, qui comprennent qu'il est urgent d'aller très vite et pour que l'Afrique change de visage. Et je suis convaincu qu'on sera le grand continent qu'on mérite d'être très rapidement. D'accord. Cette question du fédéralisme qui vous intéresse particulièrement. Alors pourquoi, malgré tous les discours, les pays africains n'y arrivent toujours pas? On a des blocages idéologiques. On parle de souveraineté. Certains disent nous avons conquis l'indépendance, nous avons notre souveraineté à défendre, etc. Mais cette souveraineté vous fait sourire honnêtement quand vous y réfléchissez profondément. C'est quoi la souveraineté quand vous allez à Paris ou à Londres ou aux États-Unis et chercher effectivement des perfusions budgétaires pour pouvoir tenir, n'est-ce pas? Quand vous dépendez de l'argent des contribuables des pays développés avec l'aide au développement pour survivre, votre souveraineté pose problème. Quand ACMI ou le Moujoa ou de petits groupes comme ça, armés, peuvent entrer dans votre pays et saisir votre pays, commettre des atrocités sur vos populations et vous n'êtes pas capable de régler le problème, vous faites appel, malgré votre souveraineté dont n'est-ce pas, que vous mettez en avant tout le temps, vous appelez une puissance amie comme la France pour venir régler le problème à la place des Africains. Moi j'ai beaucoup d'estime et de respect pour le peuple malien, mais je trouve que ce qui est arrivé au Mali, en fait, n'est pas une défaite du Mali en tant que tel, c'est une défaite collective des Africains. Après 50 ans d'indépendance, un petit groupe est venu nous attaquer, occuper le Mali et déstabiliser un peu tous nos pays. Il a fallu un pays comme le Tchad, qui est très conscient des questions de sécurité, peut-être plus que tous les autres pays de la zone saharo-sahélienne, avec 70 000 soldats, parce qu'ils passent le temps à se défendre à l'époque contre les invasions extérieures, venant de l'extérieur et tout, voilà, et coup d'État. Et ce pays-là est venu apporter une contribution et a quelque part sauvé l'honneur de l'Afrique en participant aux côtés des soldats français. La CEDEAO a fait du bon travail, mais honnêtement, on aurait dû comprendre dès le départ que cette crise est une crise africaine, qui met en cause beaucoup de communautés régionales et qu'on ne peut pas trouver une solution définitive à cette crise au Mali sans impliquer l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. La Libye, il faut qu'on règle le problème de la Libye et nos amis occidentaux qui sont allés là-bas pour enlever Kadhafi, comme disait l'autre, sans service après-vente, ils nous ont créé un gros problème et ils sont partis. Ça aussi c'est un problème qu'il faut poser et globalement vraiment il est urgent qu'on aille à l'État fédéral. Parce que ce qu'on a essayé jusque-là n'a pas marché. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une question de vision, c'est une question des leaders simplement, comment ils ont pratiqué la... C'est la vision elle-même qui mérite d'être réinterrogée, questionnée et peut-être mise de côté pour que Nkrumah et Cheikh Anta Diop, leur vision soit enfin appliquée pour qu'on ait les États-Unis d'Afrique. D'accord, docteur. Malheureusement, pour des contraintes de temps, on va arrêter cet entretien, mais je vais rappeler toutefois quand même cette conférence que vous donnez demain à Daniel Brottier à 17h sur les nouvelles perspectives pour une nouvelle Afrique renaissante. Merci d'avoir merci de m'avoir invité. Invitation. Et merci puis bonne continuation pour ce sujet qui vous passionne. Et bonne chance pour l'Afrique unie. Voilà, merci docteur. Le Sénégal va bientôt exporter des graines de tournesol. La société Seine-Huile est en train de réaliser dans le nord du pays un important projet agro-industriel. 100 milliards de francs CFA ont été investis dans ce projet qui ambitionne d'exploiter 20 000 hectares dans la zone du Djeri, en plus de la lutte contre le chômage et le développement de certains volets sociaux. Amadou Aramtiama. Dans un alignement parfait, les champs de tournesol avec leurs fleurs ligulées ornent le décor. Vous n'êtes pas en Europe, vous êtes bien au Sénégal, dans le Wallo. Dans cette partie de la vallée du fleuve Sénégal, Seine-Huile, un projet sénégalo-italien, est en phase de récolter les fruits de son audace. C'est un projet agro-industriel qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares. Nous avons démarré les travaux depuis plusieurs mois. Donc c'est un projet qui concerne essentiellement la culture du tournesol. Accessoirement, nous faisons aussi d'autres cultures comme le riz. Puis c'est un projet tellement modulaire que nous sommes capables aujourd'hui encore de faire d'autres types de cultures comme par exemple l'arachide. Autour de ce projet, c'est toute une ingénierie sociale qui est développée. À côté des recrutements de la main-d'œuvre locale, des actions citoyennes sont aussi menées pour assister les populations dans plusieurs domaines.
en termes d'emploi, c'est un projet qui actuellement tourne autour de 500-600 emplois. L'objectif, c'est d'arriver à plusieurs milliers d'emplois dans quelques mois. Nous assistons les populations au niveau de la santé. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Nous assistons les populations de la conception de produits alimentaires. Au niveau des populations, l'optimisme est de mise. Trouvant leur compte dans ce projet, elles s'emploient à l'accompagner. Tous les villages de la communauté rurale de Nyit travaillent ensemble en collaboration avec le projet. Depuis leur installation, les autorités de Sénéville font un excellent travail ici. Déjà, les populations y trouvent leur compte. Les jeunes sont recrutés dans le projet. Nous prions que Sénéville reste dans la zone des années encore. Le groupe Sénéville, qui veut réaliser un projet de 20 000 hectares, va investir 100 milliards de francs CFA dans un moyen terme pour la production de graines de tournesol destinées à l'exportation. Un investissement lourd qui va aider l'État dans la résorption du chômage et booster l'économie avec des rentrées de devises. Au sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou, se trouve la localité de Sabadola, importante zone aurifère courue par de nombreux chercheurs d'or. Mais voilà, à côté de ce tableau, la localité traverse d'énormes difficultés. Les populations de Sabadola manquent de tout. Une situation difficile à comprendre. Diana Badia. Sabodala abrite les plus anciens sites d'exploitation d'or du Sénégal. Ici, le métal précieux est surtout l'affaire des gros exploitants. Ces entreprises cohabitent avec un village où la pauvreté sévit. Nous sommes fatigués. Actuellement, mon mari est blessé à la jambe. Notre situation financière est devenue plus compliquée. Dans ce village, nous manquons de tout, comme l'électricité, l'eau et la nourriture. La quantité d'or exploitée à Sabodala est importante. Autant de richesses devraient profiter aux Sénégalais. La misère des populations contraste avec les richesses du sous-sol. Pour leur survie, les villageois s'activent dans l'orpaillage traditionnel. Pendant que certains sont sur les sites d'exploitation, d'autres choisissent de transporter des sacs de sable pour en extraire l'or une fois à la maison. Dans tous les deux cas, les enfants sont toujours impliqués dans le travail. Le travail est rentable pour cet enfant. Il le fait tous les jours. Il peut gagner par jour 5 000 francs, 3 000, 1 500, 1 000 francs ou même 750 francs. L'exploitation de l'or a des conséquences sur la santé des enfants. Beaucoup d'entre eux souffrent de maladies respiratoires. Les gens utilisent comme le mercure et le cyanure. Il y a aussi la pollution dans les sites d'orpaillage traditionnels avec la poussière là, sans max, sans tout ça. L'évacuation des femmes victimes de complications lors des accouchements constitue un autre casse-tête. La route de 110 km qui sépare Sabodala de Kédougou étant particulièrement caouteuses. Et même lorsqu'elles arrivent à destination, elles ne sont pas au bout de leur peine parce que dans toute la région, il n'y a pas un seul gynécologue. Dans l'actualité religieuse, la première messe de Monseigneur André Gueye, nouvel évêque du diocèse de Thiès. L'événement a enregistré la présence de nombreux fidèles. Les différentes confessions religieuses du pays étaient représentées. Ibrahim Ndong. À tout seigneur, tout honneur. L'adage est bien respecté par les fidèles. Monseigneur André Gueye a droit à un accueil symbolique. Après son ordination épiscopale qui traduit un aspect spirituel, la signature de ces documents signifie une prise de possession canonique, un acte juridique qui explique les nouvelles fonctions dévolues au pasteur. Parmi les fonctions de l'évêque, la prédication est la première. Et à ce titre, les évêques sont les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ avec la force de l'Esprit Saint. Dans son homélie, le nouvel évêque a également invité les fidèles au respect strict des préceptes religieux. L'attitude qui convient est celle de l'écoute, de la réception
de l'adhésion et de l'action de grâce. Devant les fidèles venus des différentes régions du Sénégal et de la sous-région, le nonce apostolique est largement revenu sur le sens de l'événement. La nomination d'un nouvel évêque par le Saint-Père est un signe visible, cher nouvel évêque, Monseigneur André Gueye. Je suis témoin de ton hésitation au moment de te communiquer la décision du Saint-Père à ton égard. Pour l'occasion, les différentes confessions religieuses du Sénégal ont été représentées à cette messe solennelle. C'est vraiment important car on a besoin d'hommes de vertu dans ce pays. Et aujourd'hui, le nouvel évêque va jouer aussi pleinement sa partition pour consolider le dialogue islamo-chrétien en tant que pasteur. Entre l'islam et le christianisme. Durant 2 ans, les fidèles catholiques du diocèse de Thiès et du Sénégal ont attendu ce moment très important pour notre religion. Et je peux dire que le pape Benoît XVI, en choisissant cet homme, il ne se sera pas trompé. Tout simplement parce que l'abbé André Gueye, des qualités intellectuelles avérées. Une messe d'action de grâce, la première pour Monseigneur André Gueye en tant que pasteur du diocèse de Thiès. Les prêtres lui ont fait acte d'allégeance et il s'engage à l'accompagner pour la réussite de ses nouvelles charges épiscopales. Hors de chez nous en Syrie, la bataille de Koussaïr se poursuit. La rébellion fait face à l'armée régulière renforcée par le Hezbollah. Mais la milice chiite paie un lourd tribut à son engagement syrien. Pendant ce temps, l'opposition peine à harmoniser ses positions en Turquie. La ville stratégique de Koussaïr et ses environs était toujours ce lundi le théâtre de combats acharnés entre les forces du régime syrien et les combattants de la rébellion. Même si l'armée, solidement appuyée par le Hezbollah pro-iranien, est depuis plusieurs jours en passe de prendre ce verrou sur la route reliant Damas à la côte alaouite, la bataille s'est avérée meurtrière pour la milice chiite libanaise, qui dénombre quelques 79 morts dans ses rangs. Parallèlement et conformément aux directives de son allié russe, le régime de Bachar el-Assad a fait savoir par son chef de la diplomatie en visite en Irak sa décision de participer à la conférence de Genève 2. La Syrie a décidé, en principe, de prendre part avec une délégation officielle à la prochaine conférence internationale qui doit se tenir à Genève au cours du mois de juin. Une décision qui laisse sceptique la coalition nationale de l'opposition. Réunie à Istanbul, les opposants ont adopté une formule similaire qui cache mal la persistance des désaccords sur leurs membres et leurs objectifs. Bien sûr, comme vous le savez tous, nous avons accepté, en principe, de participer à Genève à condition que soient clarifiés les objectifs et les intentions du régime syrien. Des désaccords qui commencent à lasser les Syriens eux-mêmes. Des dizaines d'entre eux ont manifesté dimanche à Istanbul, au pied de l'hôtel où se tient la réunion, pour rappeler la seule urgence du moment. Nous demandons à ceux qui nous représentent et ceux qui prétendent représenter le peuple syrien de se montrer à la hauteur du sang versé et de ne pas se battre pour des postes et des parts de pouvoir. Nous n'accepterons pas cela. Dans l'attente d'une hypothétique conférence internationale, le quotidien Le Monde a publié ce lundi les témoignages de ses reporters sur place, attestant de l'usage d'armes chimiques par le régime depuis plusieurs mois. En France, c'était l'hommage des poètes sud-africains à Nelson Mandela. Leurs œuvres expriment le combat, la fragilité et les doutes de la nation arc-en-ciel tout au long de son histoire. Cette année est dédiée à la culture de l'Afrique du Sud en France. Musique et poésie, quelle meilleure façon de rendre hommage à Nelson Mandela. À presque 95 ans, le symbole a pris le pas sur l'homme, déifié comme le héros qui a mis fin à l'apartheid. Mandela is the giant of our country, the lion of our continent, the
L'éditeur camerounais Paul Dakeyo compile les textes d'écrivains et de poètes dont l'imagination a été jalonnée par le parcours de Madiba. Il symbolise le combat de l'homme noir contre l'absurde. Au lieu d'être violent, il a utilisé tout simplement le silence comme langage d'un désir de rapprochement. La France s'apprête à inaugurer une année culturelle dédiée à l'Afrique du Sud. Les poètes sud-africains qui ont fait le déplacement n'ont pas manqué de participer à cet hommage. L'occasion aussi de faire découvrir leur identité littéraire. C'est une poésie dont le fond est souvent assez sombre, mais qui est porteuse de combativité, de fraternité aussi. Nelson Mandela et l'apartheid se prêtent particulièrement à la poésie. Une histoire douloureuse où les espoirs récompensés des uns se mêlent souvent au sentiment de culpabilité des autres. Mandela, dont la santé vacille depuis des années, symbolise les fragilités et les doutes de la nation sud-africaine. Une des plus jeunes démocraties du monde, il reste tout à faire. Et que dans tout ça, on a besoin des héros quelque part pour se lever au-dessus de la crise perpétuelle, violente qui agit dans tous les coins du pays. De l'aveu de Nelson Mandela, la poésie aura joué un grand rôle dans sa vie. Une source de force et d'inspiration qui lui permit de résister à ses 27 ans d'incarcération. Retour au Sénégal pour parler encore de culture avec le livre de l'écrivain Nafissatou Diadiouf, Sociobiz, c'est son titre, parle des tares de la société sénégalaise. L'auteur invite les Sénégalais à se remettre en cause et adopter un comportement civique. Alioune Badarakan. Nafissatou Diadiouf n'en est pas à son premier coup d'essai. Après Sociobiz 1, Sociobiz 2 est une mise en garde de plus contre les dérives de la société sénégalaise. Alors le prétexte au départ c'était parler de l'entreprise, ce que je connais d'ailleurs car je travaille en entreprise, de ces attitudes, de ces choses qui ne font pas avancer, par exemple le manque du respect du bien commun, le fait qu'on ne soit pas ponctuel, des choses comme ça. Et finalement je me suis rendu compte que là où on posait les yeux malheureusement au Sénégal il y avait des choses à redire, en tout cas à parfaire. Et je me suis un peu intéressée à l'attitude du Sénégalais dans la rue, dans le commerce, dans la circulation. Et jusqu'à aller à toucher à des politiques, à des sujets politiques, notamment sur des questions de citoyenneté. Dans un style satirique, Nafissatou invite ses concitoyens à faire leur introspection. Sa pédagogie semble faire mouche. Cette piqûre de rappel serait une bonne chose pour la société. Le Sénégalais travaille beaucoup sur sa visibilité. Il voudrait être au premier rang, il voudrait paraître plus qu'il n'est. Et ça peut entraîner des dérives qui sont néfastes malheureusement pour la société. On est tout le temps surpris de voir les défauts que nous avons, les travers que nous avons, tout ce qui peut constituer, disons, des entraves à une bonne prise en compte de la nécessité d'être, disons, sérieux et de faire avancer les choses. Sociobiz 2 plaide pour une société meilleure, un bon cadre d'épanouissement, un refuge sûr, un legs précieux pour les jeunes générations. Le sport et du football, l'équipe nationale de beach soccer, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, rentre ce soir à minuit. Les Lions du football de plage qui ont battu en finale la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la Coupe du Monde qui va se dérouler au mois de septembre à Tahiti. Toujours en football, les derniers matchs de la 18e journée de Ligue 1 joués ce dimanche, Niary Tally et Yogo ont fait une bonne opération en gagnant. Le Giraffe a été contraint au nul par Ngor. Au classement, Diambar garde toujours la tête, suivi le vert blanc du Giraffe et de la Linguère de Saint-Louis, Abdoulaziz Ban. Niary Tally parmi les équipes bénéficiaires de cette 18e journée. Les Galactiques face au Port ont assuré en marquant l'unique but de la partie en première période par Alphonse Ba. La deuxième rencontre du jour a vu Yogo profiter de la réception de l'Union sportive de Gorée. Des insulaires victimes d'abord de cette balle arrêtée, bien exécutée par Mam Saliou Dior. Et puis il y a eu cette contre-attaque qui a sonné le glas pour les insulaires dans cette rencontre. À Ngor, le dauphin de Diambar qui a perdu vendredi face à l'AS Douane s'est fait peur. L'Olympique de Ngor ouvre le score par Boubou Diop. Une avance de courte durée, les protégés d'Abdoulaye Sarr reviennent au score. Une égalisation qui éloigne encore Ngor du podium.
L'Union sportive de Ouakam a battu le Casa Sport à Ziguinchor. Match nul entre Touré-Kunda de Mbour et Assur. La Linguère de Saint-Louis s'impose à domicile 1-0 face à l'AS Pikine. Les Samba Linguère occupent la 3e place à 3 points du leader Djambar et à 1 point de Djaraf, 2e au classement. En milieu de tableau, on retrouve Pikine, Touré-Kunda, Union sportive de Ouakam et Casa Sport. L'AS Douane remonte à la 13e place. Le Guédiawaye Football Club, malgré sa victoire face au Dakar Université Club, reste toujours lanterne rouge. En lutte traditionnelle, le drapeau du chef de l'État à Thiès, Fatick s'est imposé pour la 2e année de suite. Les Fatickois ont dominé en finale les Thiessois 5-0. Dans les compétitions individuelles, c'est Usine Dolé qui a remporté le drapeau du chef de l'État chez les 120 kg. Ibrahim Ndao. Suprématie confirmée, Fatick conserve encore sa place de leader en matière de lutte traditionnelle. La Bandia Salou Diomaye Diouf, plus connue sous le nom de Usine Dolé, a remporté tous ses combats en équipe devant l'équipe de Thiès. Fatick gagne pour la 2e fois consécutive le drapeau du chef de l'État. Une 15e édition riche en son et en couleurs dans l'antre mythique du stade Lat Dior. Les lutteurs de Fatick se sont bien illustrés avec de belles prises. Chef de l'État, la femme solo, Takanako, attention! Sur les compétitions individuelles, l'équipe de Fatick n'a pas remporté le jackpot. Elle s'en sort avec 3 médailles, dont 2 en or. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Cheikh Ndiaye de Fatick a été tenu en échec par Moussa Faye de Kaolack. Il réussit une action qui sera fatale à son vis-à-vis. Dans la catégorie des 86 kg, Malik Sen a pris le dessus sur Ousmane Gaï. Malgré les initiatives du pensionnaire de l'écurie Dakarou, Malik Sen sera plus fort que son adversaire. La dernière catégorie est réservée aux 120 kg. C'est l'affaire des montagnes de muscles. Le capitaine de l'équipe de Fatick s'impose devant Mor Kama de Kolda. De son vrai nom, Salou Diomaye Diouf, le lutteur remportant ainsi la 15e édition du drapeau du chef de l'État, succédant à Assurance. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.